Bonjour et bienvenue à tous pour cette première webconférence proposée par l'AF3M et qui porte sur le thème Qu'est-ce que le myélome multiple? Alors, avant de commencer, on va vérifier que vous avez tous accès au volet qui se trouve sur votre droite où vous avez deux onglets, questions et participants. Vous pouvez dès à présent poser toutes les questions que vous voulez en cliquant sur le bouton poser une question ou même laisser quelques commentaires. On va vérifier que cela fonctionne bien. Vous pouvez inscrire où vous êtes en disant bonjour, je viens d'Orléans. Donc voilà. Pour les intervenants de cette webconférence, nous avons le professeur Olivier Decaux, qui est médecin hématologue au Centre hospitalier universitaire de Rennes. C'est lui qui va répondre à toutes vos questions. Ensuite, nous avons Laurent Gillot, qui est le vice-président communication de la 3e. Et puis moi-même, qui est membre de l'équipe Dr Spock et qui va animer cette webconférence. Alors, je vois déjà beaucoup de commentaires. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. En ce qui concerne ce qui va se passer pendant cette webconférence, donc nous avons Laurent Gillot qui va tout d'abord parler de l'association et ensuite nous présenter l'actualité de cette troisième session du MOOC. S'en suivra de l'intervention du professeur Olivier Decaux avec la séance de réponse aux questions. Puis, Laurent Gillot fera un retour sur les discussions du module 1. Et puis, je terminerai pour conclure cette webconférence. Petit rappel pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites au MOOC, l'adresse se trouve sur la présentation et vous pouvez y accéder à l'adresse http://mooc-myelome-af3m.drspock.com. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entamer cette première webconférence? Je vais laisser la parole à Laurent Gillot. Bon, bonsoir à tous. Donc moi, Laurent Gillot, j'ai 55 ans, malade depuis 3 ans. Je suis soigné à Caen, au CHU de Caen. Donc, je suis vice-président de la F3M pour tout ce qui est communication. Je m'occupe du site internet avec d'autres personnes, de notre compte Facebook, de notre compte aussi Twitter. Et puis toute la documentation papier que vous avez eu au cours de notre JNM, ou vous pouvez commander sur le site. Donc actuellement, on est plus de 2000. On a monté de 300 ou 400 personnes l'année dernière. Je pense qu'on va encore monter en nombre d'adhérents. On est plus de 2000 adhérents sur toute la France. Une centaine de bénévoles répartis par région. C'est-à-dire que dans chacune des régions où vous êtes, vous avez la possibilité d'avoir un référent régional avec qui vous pouvez avoir des contacts pour savoir ce qui se fait dans votre région. Voilà, c'est accessible. Vous trouverez le nom de tous ces contacts sur notre site internet. Il y a une carte cliquable par région. On est fin octobre. Il y a 15 jours, on vient de faire notre, je crois, 13e journée nationale d'information du myélome dans les 25 villes. On avait plus de 2500 personnes inscrites. Alors, je ne sais pas exactement le nombre de participants encore. Je n'ai pas encore le nombre, mais enfin, ça a plutôt très bien fonctionné. Les vidéos qui ont été présentées avec notamment les médecins d'IFM pour tout ce qui est la partie médicale sont déjà accessibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les revoir pour ceux qui ne les ont, ou les voir pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Voilà, je pense que sur la F3M, je pense que j'ai dit le principal pour le moment. On a perdu notre animatrice, je pense. Ouais, je pense qu'on l'a perdu. Alors voilà. On met en retrait Nous comme l'avons ça. retrouvé. Voilà. D'accord. C'était juste pour nous faire peur. Okay. Voilà. Donc, non, moi j'ai dit l'essentiel au niveau de la F3M. L'association existe depuis 2007. Voilà.
Ouais. On continue, je pense. Moi, j'ai plus... Vous pouvez peut-être présenter l'actualité de la 3e session du MOOC. Oui, je veux bien. Dans ces cas-là, je veux bien. Ouais, sur l'actualité de la 3e session, il y a de nouvelles. On a repris la même trame que les 2 premières sessions, avec des nouvelles vidéos qui ont été mises à jour, avec de nouveaux tuteurs. On a étoffé l'équipe de tuteurs, des nouveaux malades, des aidants aussi. La session, on avait commencé très fort sur la première session, avec, je ne sais plus, je crois, près de, je sais plus, 400 ou 500 participants, j'ai plus en tête les chiffres. Hein, de la 2e session, on est à 200, on était à 300 participants. Avec beaucoup de satisfaction des gens qui ont participé à la fois sur les contenus et beaucoup de demandes aussi sur les échanges qu'il peut y avoir avec entre lire les commentaires que font les autres participants au MOOC et puis toutes les réponses de tous les tuteurs qui répondent au plus vite quoi. Donc voilà, et puis les attentes, je pense on va voir, je pense qu'on est pas mal d'inscrits, hein, on est 60 inscrits à la webconf, donc il y a aussi pas mal d'attentes par rapport à cette webconf. Je pense qu'avoir fait le tour. Oui, je pense, oui. Ouais, sur là, je ne sais pas, c'est peut-être plus vous. Eh bien, rappelez que la session 3, elle a démarré le samedi 13 octobre. Et oui, le jour de la JLM, exact, oui. Le 16 décembre, voilà. Après, je pense que vous avez à peu près tout dit déjà. Peut-être insister sur le fait, bon, il y a beaucoup de malades inscrits, il y a aussi des aidants, et il peut y avoir aussi des soignants. Ce ne sont pas les plus nombreux, mais c'est aussi important. Il y a aussi des infirmières, des infirmières libérales, mais aussi des infirmières de centres hospitaliers qui s'inscrivent. On a quelques retours. Ok, je pense qu'on peut peut-être laisser la parole au professeur Decaux pour répondre aux questions que se posent les participants. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, donc, je suis Olivier Decaux, je travaille dans le service d'hématologie clinique au CHU de Rennes. Et donc c'est la 3e fois que je participe à cette webconférence et traditionnellement, donc, je commence par une brève présentation de la maladie et après je réponds à vos questions. Alors brève présentation parce que normalement dans les différentes vidéos du MOOC, vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Donc voilà, en quelques minutes, je vais dresser une présentation rapide de la maladie. Donc le myélome, comme vous le savez, c'est une maladie cancéreuse de la moelle osseuse. Et quand on parle de maladie cancéreuse ou maligne, c'est toujours une cellule qui est responsable. Et en ce qui concerne le myélome, cette cellule, c'est un globule blanc très particulier qu'on appelle le plasmocyte. Alors le plasmocyte, c'est quoi? C'est un globule blanc qui est tellement spécialisé qu'il a une fonction, c'est de fabriquer ce qu'on appelle des anticorps. Les anticorps, c'est ce qui nous défend contre les virus et les bactéries. C'est des protéines qui vont aller se coller sur les virus et les bactéries pour indiquer que c'est des cellules étrangères et que notre système immunitaire doit les détruire. Et ça, c'est un élément important parce que on va en reparler tout de suite. Dans l'évaluation de la maladie, le taux d'anticorps est important et comme c'est une cellule qui devient tumorale et donc maligne, c'est une cellule qui va se multiplier de façon clonale, c'est-à-dire c'est la même cellule qui va se multiplier des milliers de fois et en se multipliant des milliers de fois, elle va fabriquer tout le temps le même anticorps, donc une quantité importante du même anticorps. Et c'est cet anticorps qu'on voit sous la forme d'un pic à l'électrophorèse. Et donc cet anticorps témoigne de ce qu'on appelle la masse tumorale, c'est-à-dire que plus l'anticorps est important dans le sang, plus il y a de cellules dans la moelle, et plus l'anticorps diminue dans le sang, donc plus le pic diminue, et plus la maladie répond au traitement. Sachant que, sans rentrer dans des détails trop poussés tout de suite, il y a certains myélomes où la cellule est tellement altérée qu'elle ne fabrique plus d'anticorps complets, elle fabrique juste des fragments d'anticorps qu'on appelle des chaînes légères, on pourrait y revenir tout à l'heure. Donc une fois qu'on a dit quelle était la cellule malade, cette cellule elle est dans la moelle, et donc c'est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, une maladie de la moelle osseuse, et cette cellule, lorsqu'elle est anormale, va provoquer différentes manifestations. Une des premières, c'est comme les cellules anormales prennent de la place dans la moelle osseuse, c'est l'usine à globules, c'est là que sont fabriqués tous nos globules. Quand il y a cet excès de cellules tumorales dans la moelle ne peut plus travailler, et donc la maladie peut être responsable d'une anémie, une baisse des globules rouges. La deuxième manifestation habituelle du myélome qui est fréquente, c'est les anticorps fabriqués par la maladie et surtout ce qu'on appelle
les chaînes légères peuvent passer dans les urines et bloquer les tubules des reins, bloquer les canalisations des reins et donner ce qu'on appelle de l'insuffisance rénale. Donc ces chaînes légères, elles fonctionnent un peu comme des grains de sable qui vont boucher les tuyaux des reins. Donc ça, c'est une complication de la maladie également. Et les autres complications qui sont très invalidantes pour les patients, c'est les atteintes osseuses. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie de la moelle osseuse. Et cette maladie de la moelle osseuse, elle peut entraîner des lésions osseuses, mais l'os en lui-même n'est pas malade. En fait, les cellules tumorales déséquilibrent le fonctionnement des os. Nos os sont des organismes vivants, avec des cellules qui en fabriquent, des cellules qui en détruisent. Et normalement, il y a un équilibre entre les cellules qui en fabriquent et les cellules qui en détruisent. Et le myélome va entraîner un déséquilibre avec une accélération des cellules qui détruisent de l'os et un ralentissement des cellules qui en fabriquent. C'est ce qui explique l'apparition de ce qu'on appelle des lésions lytiques, des trous dans les os, qui peuvent être totalement indolores et qui peuvent parfois malheureusement casser sous forme de fractures. Et puis la dernière complication dont je vais parler, quand il y a ces destructions osseuses en excès, il y a un excès de calcium dans le sang qui apparaît, donc ce qu'on appelle une hypercalcémie. Alors là, je vous ai parlé des 4 principales complications de la maladie. Il y en a quelques autres dont on pourra parler tout à l'heure. C'est les principales. Et dans un certain nombre de cas, la maladie peut être totalement asymptomatique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des patients chez qui on va découvrir un myélome sur une simple prise de sang ou sur une fatigue, mais avec finalement très peu de symptômes. Et c'est une des difficultés de cette maladie, c'est qu'elle peut être évoluer de façon très sourde, sans aucun symptôme, jusqu'au jour où la maladie se révèle avec une douleur, avec des problèmes d'insuffisance rénale notamment. Et pour terminer ce très bref panorama, il y a 2 stades pré-myélomateux qui existent. Il y a 2 stades pré-myélomateux qui existent, qui s'appellent les MGUS et les myélomes indolents. Alors, c'est 2 anomalies où la même cellule, le plasmocyte, est altérée. Simplement, il n'a pas atteint un stade cancéreux. Il est simplement déréglé. Il va se mettre à fabriquer trop d'anticorps. Mais on sait que ces 2 stades-là peuvent précéder le myélome. Donc, c'est des maladies qu'on appelle pré-myélomateuses, qui ne sont d'ailleurs pas réellement des maladies. Et quand on découvre une MGUS ou un myélome indolent, on sait que les patients qui ont une MGUS ont un risque d'environ 1% d'évoluer vers un myélome tous les ans, alors que pour les myélomes indolents, c'est à peu près 10% par an d'évolution vers un myélome. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai vu qu'il y avait des problèmes de son. Alors effectivement, j'ai eu mon portable pas très loin, donc je l'ai éloigné de mon ordinateur, donc j'espère que c'est mieux. Voilà, désolé pour ces problèmes de son et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. On a tout d'abord, j'avais noté quelques questions qui ont été posées au début. On a Catherine qui pose la question myélome, chaîne légère lambda et maintenant chaîne légère kappa, c'est possible? Oui, alors le myélome, c'est assez inhabituel qu'on change comme ça de type de chaîne légère. Maintenant, le myélome est une maladie maligne comme toutes les maladies cancéreuses où les cellules peuvent se modifier avec le temps. Et en fait, on peut avoir des patients qui sécrètent un anticorps complet au début de la maladie et qui secondairement ne sécrètent que des chaînes légères. Ça, c'est le cas, je dirais, le plus fréquent dans les changements. Mais on peut avoir très rarement des patients où il y a 2 clones au départ et 2 cellules différentes. Et il y en a une qui va être présente au départ qui exprime une chaîne légère lambda. Et puis au cours du temps, la deuxième va apparaître avec une chaîne légère kappa. C'est vraiment assez rare de changer comme ça de type de chaîne légère, mais on peut voir ça de temps en temps. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que les cellules malades fabriquent un anticorps complet qu'on voit sous la forme d'un pic au début de la maladie. Et malheureusement, à la rechute, l'anticorps complet n'est plus fabriqué, c'est uniquement des chaînes légères. Ça arrive fréquemment parce que la cellule, en devenant plus agressive, perd la capacité de fabriquer l'anticorps complet. Ok, ensuite nous avons Daniel qui pose la question « J'aimerais connaître quelles sont les maladies annexes véhiculées par le myélome. Mon mari a fait une rechute qui s'est accompagnée d'une amylose à aile cardiaque. » Oui, alors effectivement, là j'ai présenté les principales complications du myélome, qui sont les complications qui font rentrer dans la maladie et qui permettent de dire que l'on n'est pas justement face à ces MGUS ou à ces myélomes indolents, puisque un myélome, c'est une maladie, c'est un anticorps monoclonal, donc c'est cellules tumorales dans la moelle, associées à des complications le plus souvent, donc c'est ces fameux critères dont je viens de parler. Et puis parfois, il y a d'autres complications qui peuvent être associées au myélome, mais qui peuvent parfois être associées au MGUS. Et là, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'amylose.
Alors attendez, je vais peut-être, je ne sais pas comment faire pour qu'on entende mieux. Donc associé à cet excès d'anticorps, parfois l'anticorps a la mauvaise idée de former des filaments, et ces filaments vont aller se déposer dans les organes et altérer le fonctionnement des organes. Et ces formations de filaments, c'est ce qu'on appelle l'amylose. Alors c'est l'anticorps qui a la mauvaise idée, en plus d'être le témoin de la maladie sous-jacente, va avoir en plus la mauvaise idée de former ces grumeaux, ces filaments qui vont aller se déposer dans les organes. Et c'est comme si on prenait une aiguille et qu'on injectait des protéines dans un organe, que ça soit le cœur, que ça soit les reins, et ça va donner des altérations des organes, donc principalement le cœur parce que c'est l'organe le plus important, mais ça peut donner des atteintes des nerfs, des reins. C'est quelque chose qui est assez rare dans le myélome. En général, l'amylose est plutôt associée au MGUS ou au myélome indolent, mais effectivement, de temps en temps, des patients qui ont un myélome vont secondairement développer une amylose, qui est une complication difficile à soigner parce que quand un myélome est actif et qu'on donne une chimiothérapie efficace, les symptômes de la maladie, sauf les douleurs osseuses, mais les principaux symptômes de la maladie vont disparaître assez rapidement parce qu'on va contrôler la maladie. Et quand il y a ces dépôts de protéines dans le cœur, malheureusement, même si on détruit la maladie et qu'il n'y a plus de fabrication d'anticorps, on se retrouve avec les dépôts dans le cœur qui persistent pendant plusieurs mois. Donc c'est une maladie qui est compliquée à soigner, il faut dépister le plus rapidement possible. Ok. Ensuite, nous avons Blanche qui pose la question pourquoi ne pas traiter les personnes MGUS, pic monoclonal IgG-kappa, avec moult douleurs et désagréments sans traitement, juste sous surveillance? Alors, la difficulté des MGUS, c'est que parfois les patients peuvent avoir des symptômes qui ne sont pas du tout liés à la maladie, à la gammapathie, à la MGUS. Le travail des médecins, c'est justement de vérifier que s'il y a des douleurs, il n'y a pas d'argument pour un myélome. Ce qui fait mal dans le myélome, c'est quand il y a des lésions osseuses qu'on observe au scanner, qu'on observe à l'IRM, qu'on observe éventuellement au TEP scanner. Et donc, un patient qui a une gammapathie monoclonale, une MGUS, donc un anticorps, un pic électrophorèse, mais qui n'a pas de critères de myélome, qui n'a pas de lésion osseuse sur le scanner, l'IRM et ou le TEP scanner, ça veut dire qu'il n'a pas de myélome. Et donc, même s'il y a des douleurs, ça veut dire en tout cas qu'on n'a pas d'explication et qu'il n'y a pas de lien entre la gammapathie et les douleurs. Et donc, c'est voilà, les MGUS, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est extrêmement fréquent. C'est 3% de la population après 50 ans, c'est 10% à 80 ans. Donc, ça veut dire que quand on fait une électrophorèse, cette prise de sang qui permet de voir le pic à un patient de 60-70 ans, il y a à peu près une chance sur 20 ou un risque sur 20. Et pour autant, le myélome est beaucoup plus rare, puisque le myélome, même si c'est une maladie malheureusement trop fréquente, serait 5000 cas par an en France. Donc nous, notre boulot de médecin, c'est d'être très vigilant quand on trouve un pic électrophorèse, donc une gammapathie monoclonale. Il faut qu'on soit très prudent à ce que tous les symptômes associés. Et donc malheureusement, dans ces situations-là, on n'a pas forcément, enfin heureusement, dans ces situations-là, on ne trouve pas de critères de myélome, mais ça veut dire qu'on n'a pas forcément de traitement pour ces douleurs, en tout cas en traitant la gammapathie. Et dans ces cas-là, il faut un traitement symptomatique. Ça peut être parfois de l'arthrose, ça peut être des anomalies qui n'ont rien à voir. Je ne sais pas quoi faire pour le son. Je suis désolé parce que je vois que le son est un peu... Ça doit être un problème de connexion à Internet ou de débit. Pour moi, je vous entends très bien. De chez vous, soit de la part des participants de ce MOOC. Oui. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions en attendant que le professeur réponde à vos questions. Je les note, je ne vous oublie pas. Pour répondre à Joël, comment gérer les modules du MOOC? Vous pouvez terminer le MOOC si vous le désirez. C'est à vous de gérer comme vous voulez, mais c'est sûr que ça serait bien de pouvoir être en même temps que les autres participants afin d'échanger avec eux. Ça serait peut-être et de profiter aussi des dates pour les prochaines webconférences. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est vraiment important, je trouve, d'être dans le déroulement pour pouvoir profiter. On avance tous ensemble, quoi. Tout malade, enfin tout participant du MOOC, nous avançons ensemble. Donc, je pense qu'on perd si on n'est pas dans cette dynamique-là, quoi. Ensuite, pour continuer avec les questions, on a Catherine qui pose la question: est-il possible de faire quelque chose en prévention pour ne pas avoir d'insuffisance rénale?
On est en train de perdre notre docteur. On a perdu encore le docteur de Co. Ouais. C'est pas simple, les connexions. Ah non. Ah, il revient, normalement. Je regarde si j'ai des questions qui me concernent davantage. En attendant. Ah non, on l'a complètement perdu. Ah. Bon, ça c'est peut-être moins bien. Ouais. On va peut-être attendre 5 minutes, peut-être qu'il arrive à revenir. Ouais, il avait un système de secours, nous a-t-il dit. Donc, Ça y est, vous m'entendez? On l'a récupéré. Ouais, alors j'espère que je serai mieux. J'ai changé de connexion, donc avec un peu de chance, ça sera mieux. Là, on vous entend très bien. Nous, enfin, bon, je vous entends très bien. Ouais. Si maintenant, on vous entend bien. Voilà, alors, donc, je vous posais la question. Non, c'est pas votre question. Si vous l'avez entendu, qui pose la question: est-il possible de faire quelque chose en prévention pour ne pas avoir d'insuffisance rénale? Alors, en prévention, chez un patient qui a déjà un myélome ou chez un patient qui est suivi pour une MGUS, alors je vais pouvoir répondre aux deux, en fait. Si un patient est suivi pour une MGUS, donc un patient qui n'a pas de myélome mais qui a cette anomalie sanguine, ce pic dans le sang, il n'y a pas vraiment de prévention contre l'insuffisance rénale puisque la maladie n'est pas déclarée. Donc, normalement, le risque d'insuffisance rénale est très faible. La seule prévention, entre guillemets, mais ce n'est pas une prévention, c'est une surveillance que doit assurer le médecin et il l'assure en fonction du risque qu'il évalue chez le patient. Voilà, donc il n'y a pas réellement de risque et donc les patients qui ont une MGUS doivent vivre normalement. Après, quand on parle des patients atteints de myélome, pour prévenir l'insuffisance rénale, il y a quelques règles qui sont importantes. La première, c'est chez des patients qui n'ont pas de contre-indication, c'est d'être bien hydraté, c'est-à-dire de boire à peu près 1 litre, 1,5 litre de liquide par jour. Donc ça, c'est important, c'est une bonne hydratation parce que quand il y a des chaînes légères, ces fragments d'anticorps qui passent dans les urines, moins elles sont concentrées, moins elles ont le risque de boucher les tuyaux. Donc plus les patients vont boire, plus ils vont avoir ce qu'on appelle une diurèse, c'est-à-dire des urines, et moins elles vont risquer de bloquer les reins. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est d'éviter tous les médicaments, ce qu'on appelle néphrotoxiques. Et les principaux, c'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires, donc Voltaren, ibuprofène, tous ces médicaments qu'on donne quand on a des douleurs articulaires. C'est des médicaments qu'il faut totalement contre-indiquer chez les patients atteints de myélome, parce que c'est des médicaments qui vont vraiment avoir un risque de développer une insuffisance rénale. Et donc, vraiment, un patient atteint de myélome, quel que soit son type de myélome, qu'il soit à chaîne légère ou pas, il faut vraiment contre-indiquer les anti-inflammatoires. L'autre chose qu'il faut contre-indiquer, sauf cas très particulier, c'est les injections d'iode. Donc, quand il y a un scanner, il ne faut pas injecter le scanner, sauf cas très particulier. Et en dehors de ces quelques règles, il n'y a pas tellement d'autres façons. Et si la dernière chose à faire quand on s'hydrate, c'est idéalement de boire du Vichy. Alors, le Vichy, ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est parce que c'est une eau qui est forte en bicarbonate, c'est-à-dire l'inverse de l'acide. Et on sait que les bicarbonates vont alcaliniser les urines, c'est-à-dire les rendre moins acides. Et le risque d'insuffisance rénale est majoré lorsque les urines sont acides. Alors, une fois que j'ai dit ça, une précision quand même, c'est que les patients qui sont à risque de développer une insuffisance rénale, c'est les patients qui ont des chaînes légères, donc ces fragments d'anticorps dans les urines. Et normalement, votre médecin, quand il vous voit, vous fait soit un dosage de ce qu'on appelle les chaînes légères libres sériques dans le sang, c'est un dosage sanguin, soit une analyse des protides urinaires. Et normalement, quand la maladie est bien contrôlée, il y a quasiment plus de chaînes légères circulantes et quasiment plus de chaînes légères dans les urines, donc le risque rénal est beaucoup plus faible. La prévention du risque rénal, elle est surtout importante lorsqu'il y a une quantité importante de chaînes légères dans le sang ou une quantité importante de chaînes légères dans les urines. Et dans ces cas-là, il est vraiment recommandé de boire cette eau de Vichy dont je vous parlais, qui est vraiment importante pour d'abord hydrater et ensuite alcaliniser les urines. Et donc, contre-indication aux AINS, aux anti-inflammatoires, c'est vraiment important. Alors, après, nous avons une question de Laurent. J'ai eu une amylose il y a 6 ans, 4 ans de rémission, puis le myélome multiple, pour lequel je suis traitée depuis 21 mois. Double menace ou une approche séquentielle peut-elle expliquer ce qui serait en fait une rechute? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question. Alors, double menace ou une approche séquentielle peut-elle expliquer ce qui serait en fait une rechute?
Par rapport à donc il y avait une amylose au départ, c'est ça? Il a eu une amylose, en effet. C'est la question de Laurent que vous dites? Je vais Oui. essayer de la trouver, oui. Parce que j'ai pas... Il en a fait plusieurs, Laurent, là. Ouais. Juste, en attendant, j'ai vu qu'il y avait une question sur les anti-inflammatoires. Par rapport à la cortisone. Ouais, la cortisone, c'est un anti-inflammatoire qui n'est pas contre-indiqué dans le myélome, fort heureusement, parce que tous les patients qui sont atteints de myélome ont à un moment ou à un autre de la cortisone, que ce soit de la prédnisone, de la dexaméthasone. Et donc, bien sûr, je n'ai pas précisé, mais effectivement, les anti-inflammatoires qui sont contre-indiqués, c'est les anti-inflammatoires qu'on appelle non stéroïdiens, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la cortisone. Donc, cortisone, il n'y a aucun problème. Alors, je veux bien que vous me mettiez la question de Laurent, s'il vous plaît, parce que j'ai pas bien vu. Elle est à 8 minutes, je l'ai là. Je la vois pas. 8 minutes, vous dites? Ouais. Il y a 9 minutes. Ah, il y a 9 minutes, c'est ça? Oui, oui. D'accord, ça y est, j'y arrive. Excusez-moi. Voilà, 6 ans, 80 missions plus millions pour les... Alors oui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amylose, c'est donc ces histoires d'anticorps qui vont former des filaments qui vont aller se déposer dans les tissus. Et ces anticorps, donc c'est une des complications potentielles des MGUS, des myélomes indolents ou du myélome qui est indépendante du caractère tumoral de la cellule qui les fabrique. Donc c'est vraiment une maladie qui est cousine du myélome, mais qui est un peu à part. Et des patients peuvent commencer par une amylose sans qu'il y ait de myélome sous-jacent, c'est-à-dire c'est une MGUS ou un myélome indolent, donc sans critères de myélome, mais avec donc cette capacité qu'ont les anticorps à former des filaments qui vont aller se déposer dans les organes. Et puis dans un second temps, comme n'importe quel MGUS, comme n'importe quel myélome indolent, la cellule qui était juste altérée mais pas encore tumorale peut devenir tumorale maligne, et à ce moment-là, un myélome va se déclarer. C'est finalement un continuum de la même maladie. Donc le traitement en général sont à peu près les mêmes, si ce n'est que dans l'amylose, on se fait des traitements plus courts que dans le myélome, mais les traitements donnés sont à peu près les mêmes. On tourne autour toujours du Velcade, du Revlimid, du pomalidomide. Et donc finalement, c'est presque la même, presque la même maladie, simplement avec des complications différentes. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, parce que j'ai l'impression que ça reste compliqué. On vous entend bien, très bien. Enfin, moi, je vous entends bien toujours. De mon côté, je vous entends bien. D'accord, mais je suis désolé pour... J'ai vu une question passer tout à l'heure qui est importante. C'était une personne qui demandait, on m'a trouvé un pic il y a quelques années et finalement on ne me traite que maintenant. Est-ce que ça a un impact sur l'efficacité du traitement, sur le pronostic? Alors, contrairement à d'autres maladies cancéreuses, c'est vrai que quand on parle de cancer de la prostate, quand on parle de cancer du sein, le fait d'avoir ce qu'on appelle des métastases, donc la maladie qui est sortie de l'organe malade, c'est des critères qui sont moins bons, c'est-à-dire que la maladie est plus étendue avec donc une maladie qui est plus difficile à soigner. Dans le myélome, on n'a pas ce problème-là. Le myélome, c'est une maladie par définition générale, puisque la moelle, on en a dans tous les os. Donc le myélome est une maladie générale dans tous les cas, et le délai de traitement n'a pas d'influence sur la réponse au traitement. Le seul impact que peut avoir de délai de traitement, c'est l'apparition de complications. C'est-à-dire que un patient peut avoir des lésions osseuses qui vont entraîner des fractures, des douleurs osseuses. Un patient peut avoir une insuffisance rénale, mais le délai de traitement n'a pas d'impact sur la réponse au traitement, n'a pas d'impact sur le pronostic. Donc ça, c'est vraiment important. Et il est vraiment important, dans certains cas, d'attendre, parce qu'on se rend compte que certains patients vont pouvoir attendre 5 ans sans les traiter, et tant mieux, notamment dans les formes de myélome indolent. Mais on a la même chose quand il y a un patient qui a été traité une première fois et qui a une rechute qu'on appelle biologique, c'est-à-dire qu'en fait, le pic réaugmente, mais il n'y a pas de complications. Ça nous arrive d'attendre un peu. Et c'est toujours bien de laisser les patients sans traitement s'il n'y a pas de complications, parce que ça permet de laisser l'organisme le temps de récupérer. La moelle peut récupérer également, donc c'est vraiment important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je peux prendre j'ai une question. D'Agnès, j'ai une forme agressive de la maladie, translocation 4-14. Savons-nous quand cette mutation apparaît et peut-on l'éviter par un traitement précoce du myélome? Alors, les anomalies cytogénétiques comme la translocation 4-14
apparaissent pour certaines assez tôt dans l'évolution de la maladie, puisque quand on les recherche, on les trouve parfois dès le stade MGUS ou dès le stade myélome indolent. Donc on est incapable de savoir à quel moment elles sont apparues, on sait qu'elles sont précoces, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de traitements qui permettent de les prévenir. En tout cas, on pourrait imaginer que de traiter précocement les MGUS ou les myélomes indolents, ce serait intéressant. Il y a des recherches sur les myélomes indolents, mais sur les MGUS, il y a tellement de patients concernés qu'il faudrait identifier les patients vraiment à risque. Donc aujourd'hui, ces translocations, on les recherche, elles sont importantes. Elles arrivent parfois très précocement, mais on n'a pas de moyen de les prévenir en tout cas. Je viens de relire, toujours sur les anti-inflammatoires, docteur, je viens de relire une question parce que c'est souvent quelque chose qui revient. Une fois qu'on n'a plus de problème de chaîne légère, est-ce qu'on peut reprendre des anti-inflammatoires? Non, si j'ai bien compris votre réponse de tout à l'heure. Dans le myélome, je vais être très pratique, il vaut mieux dire jamais, comme ça on est tranquille. Voilà. S'il y a besoin d'anti-inflammatoires, les corticoïdes sont des très bons anti-inflammatoires. Et je pense que de base, les anti-inflammatoires sont des médicaments assez toxiques. Et donc, chez des patients qui, au-delà de 50-60 ans, je pense que c'est raisonnable de ne pas prendre trop d'anti-inflammatoires, quel que soit le contexte, même hors du myélome. Et donc, je pense que le plus logique, c'est vraiment d'éviter les anti-inflammatoires de façon complète. Et encore une fois, les corticoïdes sont des très bons anti-inflammatoires qui marchent très bien. Ok. Donc il y a une question, il y a une question là qui rejoint un peu ce que je disais de Bernard concernant combien de temps il faut attendre après réapparition d'un pic sans autres symptômes. La question de la rechute qu'on appelle biologique, elle est vraiment compliquée parce que quand une rechute se fait avec des complications, il n'y a pas de problème, il faut retraiter tout de suite. Quand la rechute se fait uniquement avec une réaugmentation du pic, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du délai entre la fin du traitement précédent et l'apparition du pic. Un patient qui a eu, par exemple, une autogreffe il y a 10 ans et le pic réapparaît 10 ans après, si le pic réapparaît 10 ans après, on peut considérer que la maladie n'est pas résistante au traitement qu'il y a eu avant, alors que si le pic réapparaît 3 mois après l'autogreffe ou 3 mois après l'arrêt d'un autre traitement, ça nous embête tout de suite plus parce que ça veut dire que la maladie était quelque part résistante puisqu'elle réapparaît très vite. Après, il y a la vitesse de réaugmentation du pic. Parfois, le pic augmente très très vite. Un pic qui passe de 5 grammes à 20 grammes en l'espace d'un mois nous inquiète beaucoup plus qu'un pic qui passe de 5 grammes à 6 grammes au bout de 3 mois, puis à 7 grammes 3 mois plus tard, et ainsi de suite. Et puis, on se base aussi sur les complications initiales. Un patient qui a révélé sa maladie avec des complications graves, comme une insuffisance rénale aiguë, comme des complications osseuses avec des tassements de vertèbres, avec des fractures pathologiques, du col du fémur par exemple, on a tendance à le traiter beaucoup plus vite qu'un patient dont la maladie s'était manifestée de façon très asymptomatique au départ. Donc c'est vraiment du cas par cas. Moi je sais qu'il y a des patients que je n'ai pas traités pendant 2 ans après la réapparition du pic parce que l'augmentation était très très lente chez des patients qui avaient une maladie peu agressive au diagnostic et on a pu comme ça les laisser tranquilles pendant 2 ans, ce qui leur a permis de récupérer beaucoup d'énergie et puis leur moelle de souffler un peu après tous les traitements qu'ils avaient eu. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de règle et c'est vraiment une discussion à avoir avec votre médecin. Si vous êtes inquiet, il faut vraiment poser la question et en général, votre médecin vous donnera les arguments qui lui font ne pas vous traiter tout de suite. Alors, il y a une question de JR, je ne sais pas si vous y avez déjà répondu. Les myélomes à chaîne légère sont-ils des myélomes plus agressifs ou seulement un type différent de myélome? Alors, c'est vraiment un type différent de myélome. Il n'y a pas de critères d'agressivité. Ce n'est pas des myélomes qui sont de moins bons pronostics. La seule chose, c'est qu'ils peuvent être plus difficiles à suivre parce qu'on n'a pas le fameux pic à l'électrophorèse. Donc, il faut utiliser un dosage. Mais aujourd'hui, on a un dosage qui fonctionne très bien, qui est le dosage des chaînes légères libres sériques, dont le seul problème, c'est de ne pas être remboursé en ville. Donc, on le fait surtout prescrire en hôpital. Mais il n'y a pas de difficulté particulière. L'autre élément, c'est que les myélomes à chaîne légère sont un peu plus à risque de faire des complications rénales, tout en sachant que 90% des patients qui ont un pic, donc un myélome à anticorps complet, ont en plus une sécrétion de chaîne légère. Donc c'est vraiment des myélomes, c'est simplement une différence de production d'anticorps, mais il n'y a pas d'autres différences autrement.
Je regarde un peu s'il y a d'autres. Juste, je vois qu'il y a pas mal de questions qui disent le terme de MGUS n'est pas clair. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le myélome est associé à cette sécrétion d'anticorps en excès, puisque la cellule tumorale, sa spécialité, c'est de fabriquer des anticorps. Et donc, quand elle devient tumorale, quand elle se développe, elle fabrique un excès d'anticorps qu'on voit dans le sang sous la forme du pic à électrophorèse ou sous la forme de cet excès de chaînes légères, donc des fragments d'anticorps. Et en fait, il y a un grand nombre de patients chez qui on va découvrir un pic, donc un excès d'anticorps totalement identique à celui qu'on trouve dans le myélome. Il y a un pic à électrophorèse ou un excès de chaîne légère. Mais quand on recherche les critères de myélome, on n'a pas de critères de myélome. C'est-à-dire qu'il y a très peu de cellules anormales dans la moelle. Pour parler de myélome, il faut qu'il y ait un excès important de globules blancs anormaux dans la moelle. Donc là, on n'a pas cet excès anormal. Et puis, il n'y a aucune complication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas de baisse des globules, il n'y a pas de baisse des globules rouges, donc il n'y a pas d'insuffisance rénale. Il n'y a pas de complications osseuses. On peut aller jusqu'à faire des scanners osseux et il n'y a pas de lésions osseuses. Il n'y a pas d'hypercalcémie. Donc, en fait, il y a l'excès d'anticorps, mais sans aucune complication, sans critère de myélome. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une gammapathie de signification indéterminée. C'est un acronyme anglais, donc MGUS, qui veut dire gammapathie monoclonale de signification indéterminée. C'est-à-dire une anomalie sanguine qui est celle qu'on rencontre dans le myélome, mais qui n'est associée à aucune complication de myélome. Et c'est cette anomalie sanguine, ce pic isolé sans myélome, dont je parlais tout à l'heure, qui est fréquent dans la population générale, puisqu'il y a 3% des gens de plus de 50 ans qui ont un pic comme ça isolé, et jusqu'à 10% chez les patients de 80 ans. Donc si on fait des examens sanguins des patients de 80 ans, il y a 10% des patients qui vont avoir un excès d'anticorps comme ça, sans qu'il y ait de myélome pour autant. Et ces MGUS, elles sont fréquentes, et on sait qu'elles peuvent parfois évoluer vers un myélome. Le risque est faible, hein, c'est 1% par an à peu près. Voilà, c'est 1% par an d'évolution. C'est un risque faible. On dit souvent c'est comme un grain de beauté, c'est quelque chose de fréquent qu'il faut surveiller, mais le risque est quand même très très faible. Il y a pas mal de questions sur les traitements, mais je pense que ça va être une des étapes suivantes dans les semaines à venir du MOOC. Alors exactement, la suite du MOOC va parler des traitements. On a aussi une webconférence, la prochaine, qui va parler des traitements. Donc si vous désirez poser vos questions, on aura un expert qui va pouvoir vous répondre à la prochaine webconférence concernant les traitements. Alors, il y a une question là sur comment faire le suivi d'un myélome non sécrétant avec plasmostome multiple et des lésions peu avides au TEP scanner. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des myélomes sécrètent un anticorps complet, donc ce qu'on voit sous la forme d'un pic à électrophorèse. À peu près 20% des cas, il n'y a pas de pic très important, mais il y a cet excès de chaîne légère qu'on peut mesurer dans le sang ou dans les urines. Et puis, il y a quelques très rares cas de myélome, c'est moins de 2% des cas où, malheureusement, la cellule ne fabrique quasiment pas d'anticorps, donc ni pic ni chaîne légère. Et donc, c'est ce qu'on appelle les myélomes peu sécrétants ou oligosécrétants. Et dans ces cas-là, on est en grande difficulté pour évaluer la réponse au traitement. Alors, on peut s'aider de l'imagerie, notamment du TEP scanner, qui, quand les images sont très, très visibles, nous permettent de suivre l'évolution. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire des TEP scanners tous les 3 semaines, c'est un peu compliqué. Le myélogramme, c'est difficile de le répéter toutes les 3 semaines aussi. Et donc, on est contraint de répéter le TEP scanner ou l'imagerie régulièrement. Alors, dans la grande majorité des cas, heureusement, le TEP scanner est anormal avec des lésions qui sont hypermétaboliques, c'est-à-dire qui s'allument au PET scanner et qu'on peut suivre. La réponse étant une diminution de ces lésions. Et puis, il y a malheureusement quelques cas où c'est difficile parce que les lésions ne se voient pas beaucoup au TEP scanner. Et donc, dans ces cas-là, on se base sur un ensemble d'éléments. On se base sur la clinique, on se base sur la biologie standard, c'est-à-dire qu'on regarde s'il y a de l'anémie, on regarde comment vont les reins, on regarde les urines, évidemment, et puis on fait de l'imagerie malgré tout parce qu'on peut voir des choses qui évoluent. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, les patients qui ont un myélome peu sécrétant avec des lésions qui sont peu inflammatoires sur le TEP scanner, c'est parfois difficile de suivre. Il faut s'aider du maximum d'éléments. Biologiquement ou radiologiquement.
J'avais aussi noté une question de Agnès. Je ne sais pas si on y avait déjà répondu. Mon pic IgA est apparu en 2013, mais le médecin n'en a pas fait cas. Le diagnostic a été posé en septembre 2017 avec un taux d'envahissement de 60%. Le délai a-t-il une incidence sur le traitement, la fréquence des rechutes, etc. Alors, ouais, ça, j'ai répondu à cette question tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, il n'y avait pas d'importance du délai de diagnostic. La seule chose, c'est le risque de complications, en fait. Okay. C'est-à-dire que si on attend trop longtemps, il risque d'avoir des complications osseuses ou rénales. En fait, le risque, c'est ça, c'est que si on attend… Le risque, quand on surveille un patient qui a un pic qui augmente et qu'on ne traite pas, alors que ça soit une MGUS ou que ça soit un myélome déjà traité, le risque, c'est qu'à un moment ou à un autre, une complication apparaisse. Et comme je l'ai dit en introduction, les lésions osseuses ne sont pas douloureuses jusqu'au jour où elles deviennent fragilisantes et où il va y avoir une microfracture, parfois une fracture. Normalement, les lésions osseuses de myélome ne font pas mal, sauf s'il y a une fragilisation avec fracture. Et donc, le risque quand on attend, c'est surtout ça, c'est qu'il y ait des complications qui apparaissent. Et donc, bien sûr, quand on surveille les patients, notre travail, c'est d'éviter ces complications en les dépistant le plus tôt possible. Mais malheureusement, à partir du moment où on surveille les patients, on peut, notamment les MGUS qu'on surveille de façon assez espacée, mais même les myélomes, on a des patients qu'on surveille tous les 3 mois, on ne peut pas faire des prises de sang tous les 15 jours, des scanners tous les 15 jours. On peut se retrouver avec une maladie qui va tout d'un coup évoluer assez rapidement avec des lésions osseuses. Le seul impact d'un délai de diagnostic et d'un délai de traitement, c'est ces complications-là, qui peuvent être parfois sévères, hein, quand un patient débute la maladie avec une insuffisance rénale sévère ou avec des lésions osseuses sévères. Mais même dans ces cas-là, alors le risque, c'est que la complication ne soit pas réversible, notamment l'insuffisance rénale. Mais par contre, en termes de réponse au traitement, c'est-à-dire de diminution des cellules tumorales, de diminution du pic, ça, normalement, il n'y a pas d'impact du délai. Par contre, c'est vrai qu'il y a parfois des complications qui peuvent persister. On vient d'avoir une question sur y a-t-il un lien entre le myélome et la drépanocytose? Non, aucun lien. Non, aucun lien avec la drépanocytose. Alors, Alors là, je vois les questions que vous affichez, les questions issues du MOOC. C'est vrai que l'aspect des plasmocytes sur des examens que font les laboratoires, théoriquement, ont un impact. C'est-à-dire qu'on dit que les plasmocytes sont un peu dystrophiques, c'est-à-dire un peu déformés. Et en général, ça nous inquiète un peu plus. Néanmoins, ce qui compte, c'est vraiment les critères de traitement. Et on a des patients qui ont des plasmocytes dystrophiques sans pour autant évolution vers un myélome. Donc ça n'a pas tellement d'impact. On surveille les patients de façon un peu plus attentive, mais il n'y a pas forcément d'impact. Ensuite, alors pour la question de la maladie résiduelle, c'est une question très très spécialisée. Globalement, la maladie résiduelle, c'est une façon d'évaluer la réponse de façon très très précise. C'est-à-dire, on ne se base plus sur les examens sanguins, mais on va dans la moelle pour regarder ce qui reste comme cellule tumorale. Et donc, on est capable, avec des techniques modernes, de regarder s'il reste une seule cellule malade sur 1 million de cellules à analyser. Donc, c'est vraiment des techniques très 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 précises qui, pour l'instant, ne sont que des techniques de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la maladie résiduelle, c'est un élément important de la réponse au traitement, puisque les patients qui ont une maladie résiduelle négative, c'est-à-dire sur 1 million de cellules, il n'y a aucune cellule malade dans la moelle, ont un risque de rechute moins important. Pour autant, aujourd'hui, c'est que de la recherche, et en routine, on ne fait pas d'évaluation de la maladie résiduelle. D'accord. Voilà. Et la dernière question, j'ai déjà un peu répondu. Oui, c'est ça, j'ai déjà répondu un petit peu. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est compliqué. Alors, il y a une personne qui demande de revenir sur le lien amylose. Alors, il y a une personne qui précise, attention, douleur trompeuse. Une des grosses difficultés dans le myélome, c'est que tout le monde a des douleurs un peu tout le temps et on n'en fait pas trop cas. Et quand le myélome apparaît, le risque, c'est que les douleurs prennent… C'est vrai qu'une douleur peut être le témoin de la maladie. Et ça, c'est une grande difficulté parce qu'il faut à la fois être vigilant pour ne pas passer à côté d'une lésion. C'est ce que précise la personne en disant une tendinite au coude et finalement, c'était une lésion de la palette humérale, donc du coude.
Mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut à la fois pas tomber dans une obsession où dès qu'il y a une douleur, on va faire un scanner, des radios, et puis à la fois être vigilant sur des douleurs qui pourraient être inquiétantes. Et donc ça, c'est vraiment une discussion à avoir avec vos médecins. C'est-à-dire qu'il faut il faut de temps en temps, alors quand la maladie est parfaitement contrôlée, quand le pic a complètement disparu et qu'il n'y a aucun critère de rechute et qu'une douleur apparaît, ben une des choses, c'est de se laisser un peu de temps. Mais si une douleur devient insistante et persistante, je crois que c'est effectivement raisonnable d'aller faire une imagerie, c'est-à-dire une simple radio. Quand il y a une douleur du coude, une radio, ça coûte vraiment pas très cher et ça peut être très très important pour justement éliminer une rechute. Pour autant, on peut avoir des douleurs un peu diffuses qui ne sont pas révélatrices de myélome. Moi, j'explique souvent aux patients, quand une douleur de myélome fait mal, ça veut dire que la lésion est là, ça veut dire qu'elle abîme l'os au niveau où il y a la douleur. Et en général, la douleur n'a pas de raison de disparaître dans les jours qui suivent. Et elle n'a surtout pas de raison d'aller se balader ailleurs. Donc, des patients qui nous disent « j'ai mal au coude un matin et puis le lendemain, j'ai mal à un poignet, le surlendemain, j'ai mal à un genou », c'est rarement des douleurs de myélome. Par contre, un patient qui dit « j'ai mal au coude et ça fait 3 semaines que j'ai mal au même coude tous les matins », là, ça pose question, il faut aller faire une imagerie. Mais des douleurs migratrices, normalement, comme je l'ai dit, le myélome fait mal quand l'os est suffisamment abîmé pour être quasiment fissuré. Et donc, quand il y a une douleur qui persiste au même endroit, là, ça vaut vraiment le coup d'aller faire de l'imagerie. Mais par contre, des douleurs un peu diffuses qui bougent d'un jour à l'autre, ça, c'est plutôt rassurant en général. Alors, faut être prudent en médecine, faut pas faire de généralité, mais c'est des petits éléments comme ça qui peuvent vous rassurer, j'espère. C'est quand même compliqué en tant que malade de faire le tri entre les douleurs aussi. Ah oui, non, mais il faut en parler au médecin, et c'est le médecin qui fait le tri. La difficulté, comme je disais, c'est qu'il faut, mais c'est facile à dire, hein, mais la douleur est forcément angoissante dans le myélome, et il faut essayer d'arriver à ce que des douleurs habituelles puissent être prises comme telles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un myélome et des douleurs banales d'arthrose, des douleurs banales de fatigue. Donc ça, c'est vraiment des choses, mais c'est difficile, Alors, il y a une question sur les facteurs pronostiques au moment du diagnostic. Ouais, il est là, ouais. Et la question, c'est en d'autres termes, peut-on savoir qui va bien répondre au traitement ou pas? Alors, c'est très compliqué parce que les choses évoluent et il y a des facteurs pronostiques qu'on décrivait il y a 10 ans et avec les progrès des traitements, les facteurs pronostiques qu'on décrivait il y a 10 ans, notamment la translocation 4-14 dont on parlait tout à l'heure, c'est un facteur pronostique qui reste important mais qui est moins important aujourd'hui avec les nouveaux traitements. Donc, les choses évoluent. Et la deuxième chose, c'est que le rêve des médecins et des patients aussi, ce serait d'avoir des facteurs pronostiques qui permettraient de dire c'est tel traitement qu'il faut, par exemple du Velcade, par exemple du Revlimid, et pas celui-là. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trouver des facteurs pronostiques qui nous diront il faut donner tel ou tel traitement. Et finalement, on a des facteurs de mauvais pronostic qui sont présents au diagnostic. C'est principalement des facteurs génétiques, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait des analyses de moelle répétées au départ, on fait le diagnostic et après, souvent, on vous demande de refaire une analyse de moelle pour faire ce qu'on appelle un karyotype ou des analyses en fiche pour analyser les chromosomes. On a des facteurs de mauvais pronostic. Pour autant, malgré ces facteurs, il y a des patients qui vont bien répondre et des patients qui vont moins bien répondre. Et j'ai tendance à dire que les meilleurs facteurs pronostiques, c'est l'évolution sous traitement. C'est-à-dire qu'un patient, quels que soient ses facteurs pronostiques, un patient qui 3 mois après le début du traitement va bien, a une bonne réponse au traitement, ça c'est un facteur de bon pronostic puisque ça démontre que la maladie évolue correctement. À l'inverse, un patient qui après 3 mois de traitement ne répond pas bien, ça c'est des éléments qui nous inquiètent parce que ça veut dire que la maladie est résistante. De la même façon, les facteurs les plus importants, ça va être l'évolution de la maladie au cours du temps, donc les rechutes précoces, les rechutes plus tardives. Voilà, c'est vraiment l'histoire de la maladie qui va nous aider un petit peu et la réponse au premier traitement est quand même importante. Voilà, on sait qu'il y a des éléments importants comme la profondeur de la réponse. Je parlais de la maladie résiduelle tout à l'heure, ça c'est un élément important qui va nous aider. Mais voilà, ce qui est difficile quand on parle de facteurs pronostiques, c'est que finalement on peut dire tel patient a des bons facteurs au début, tel autre a des mauvais facteurs au début, mais finalement ce qui va compter c'est l'évolution sous traitement. Et je crois que le plus important c'est ça, c'est de faire le point au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Et malheureusement, rien ne permet d'écrire l'avenir. Et je vois, il y a un commentaire qui passe avec une très bonne réponse au daratumumab, mais une rechute après. On peut avoir effectivement des patients qui répondent très très bien et qui malheureusement rechutent. Voilà, chaque patient a son histoire. Il y a une autre personne qui dit myélome en rémission totale astringente, donc stringente avec plus rien de détectable dans le sang, dans la moelle, depuis 3 ans. C'est vrai que le risque de rechute existe toujours. Il est moins important au bout de 3 ans. On se dit qu'en tout cas, si la maladie revient,
c'est une maladie qui a bien répondu au premier traitement, c'est-à-dire qu'on a quand même une liberté de traitement. On peut refaire, s'il y a une greffe, on peut refaire une greffe. S'il y a eu du Velcade, on peut refaire du Velcade. S'il y a du Revlimid, on peut refaire du Revlimid. Mais le risque, malheureusement, persiste toujours avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on commence à parler de guérison chez certains patients, il y a toujours un risque de rechute. Le risque de complication est moins important à la rechute parce que, je dis toujours aux patients, quand on connaît l'ennemi, on le laisse moins faire de dégâts. C'est-à-dire que les principales complications initiales du myélome sont liées au fait que la maladie n'était pas connue. Elle fait ses dégâts de façon asymptomatique jusqu'au jour où on la découvre. Et un patient qui a fait une insuffisance rénale aiguë au diagnostic, en général, on va le surveiller très attentivement avec des analyses urinaires, des analyses de ces fameuses chaînes légères. On n'attendra pas très longtemps avant de le traiter. C'est-à-dire que le risque de nouvelles complications rénales est beaucoup plus faible parce que les médecins vont être vigilants à traiter très tôt en cas de rechute. On va peut-être prendre une dernière question, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps et qu'on puisse encore conclure cette webconférence. Peut-être celle de Béatrice Boilly. Comment se calcule la maladie résiduelle? Est-ce fait en routine? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas fait en routine. Ça peut être fait en routine, mais on ne le fait pas en routine aujourd'hui dans tous les laboratoires. Ça se calcule sur un prélèvement de moelle. Donc on refait un myélogramme et en fait c'est dans la moelle. Il y a deux types de techniques, des techniques par ce qu'on appelle la cytométrie en flux. En gros, on analyse avec une machine, on colle des anticorps sur les cellules qu'on analyse et on regarde quels anticorps sont collés sur les cellules. Et puis il y a des études génétiques qui permettent de regarder les gènes qui fabriquent l'anticorps de façon très très schématique. En tout cas, ces deux techniques qui sont des techniques assez spécialisées, qui sont pour l'une la technique avec ce qu'on appelle la cytométrie qui est disponible un peu partout. Par contre, les techniques génétiques, ça c'est plus spécialisé. Ça n'est fait aujourd'hui que dans un laboratoire à Toulouse et c'est vraiment de la recherche. Mais comme je le disais, pour l'instant, c'est pas fait en routine parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas finalement ce qu'il faut faire. Un patient qui a obtenu une maladie résiduelle négative ou un patient qui reste avec une maladie résiduelle positive, on ne sait pas s'il faut les traiter différemment. Donc aujourd'hui, on modifie pas la prise en charge. Donc comme on ne modifie pas la prise en charge, on ne recommande pas de faire la maladie résiduelle en routine. Merci à tous d'avoir posé vos questions et merci d'y avoir répondu. On va passer à la suite et Laurent Gillot va nous parler des discussions qui se sont faites sur le module 1. Donc, les discussions, voilà, les discussions, d'abord, il y a beaucoup les gens parlent et s'ouvrent d'une manière très, très touchante et très, je dirais, oui, ouais, avec souvent beaucoup d'émotions. Hein. Il y a à la fois, et notamment sur le premier module, il y a tout ce qui est l'annonce de la maladie qui est toujours quelque chose de très compliqué. Et on voit bien que c'est important d'en parler, tant pour les malades que pour les proches. Hein. L'importance du soutien du conjoint, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, des conjoints et puis même au-delà, il n'y a pas seulement les conjoints, il y a aussi les enfants, enfin les proches d'une manière générale. Il y a énormément, là, pratiquement tous les échanges c'est pratiquement que des échanges positifs dans le sens où on cherche les personnes qui échangent sont là pour échanger pour apporter quoi. C'est pas, il y a très peu d'échanges négatifs dans le sens où voilà de plainte, c'est vraiment pour toujours pour essayer d'avancer de manière positive. On voit bien aussi quand même l'approche différente entre malades et les proches. Hein. Les attentes des proches vis-à-vis des médecins ne sont pas forcément les mêmes que les attentes des malades. Et en même temps, les attentes des malades et des proches peuvent parfois s'opposer. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué je pense, pour les médecins pour trouver les bons discours. Je ne sais plus, Camille, vous pouvez peut-être me dire, mais il y a les nombres d'échanges, je crois qu'on est à plus de 300 échanges, c'est ça, sur le premier module? Actuellement, on est à 383 commentaires sur le MOOC. Faut vraiment pas hésiter à
à échanger, parce que je pense que le MOOC peut autant apporter aux personnes par les contenus scientifiques et les contenus techniques qui sont dedans que les échanges. Surtout là, c'est des échanges qu'on a la chance d'être tutorés, hein, par rapport aux échanges très dangereux qu'on peut avoir sur les forums sans tuteur. Là, on a des échanges tutorés, donc avec, je dirais, avec un certain recul, avec voilà, avec le temps de la réponse qui est pas on n'est pas dans l'immédiat. Je ne sais pas si je peux rajouter autre chose. Je pense avoir fait le tour sur la question. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vais conclure cette webconférence. J'arrive plus à... c'est bon. Alors, j'aimerais d'abord dire bravo à tous pour, en tant que même les participants et les tuteurs, pour toute l'énergie que vous fournissez en participant à ce MOOC. Il y a eu effectivement des beaux partages avec énormément de commentaires. J'aimerais aussi rappeler l'importance des questionnaires d'auto-évaluation en début et fin de MOOC. Ces questionnaires, ils sont vraiment là pour mesurer votre évolution tout au long du parcours. Donc, n'oubliez pas d'y répondre. Pour les débuts de MOOC, c'est en début de MOOC. Et quand vous arriverez en fin de MOOC, vous aurez également un questionnaire de fin de MOOC à répondre et vous pourrez mesurer l'évolution, votre évolution. Si vous désirez aussi également avoir un détail, vous pouvez envoyer un message à l'adresse du MOOC pour pouvoir avoir le détail. N'oubliez pas de bien valider chaque étape pour bien finaliser le module 1. Le module 2 va démarrer dès demain et surtout, ne lâchez pas le rythme, vous êtes bien partis. Merci à tous les participants pour leurs questions et leur implication, ainsi qu'à tous les tuteurs dans le MOOC pour leur excellent travail d'accompagnement. Également, un grand merci au professeur Decaux pour avoir pris le temps de répondre à toutes les questions, ainsi qu'à Laurent d'avoir pris le temps pour nous accompagner lors de cette webconférence. N'oubliez pas la seconde webconférence qui a lieu le 13 novembre à 18 h. Vous pouvez vous connecter via le lien qui est mentionné dans la présentation. Et puis, elle sera animée par le docteur Karim Belhadj sur le thème des traitements et effets secondaires. Vous pouvez bien sûr vous inscrire dans votre agenda et dans la rubrique webconférence. Et puis voilà, c'est le moment de se quitter. Et merci à tous. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à tous et bonsoir, à bientôt. Bonsoir. Au revoir.